Merci Jean-François d'être retour dans la zone Country Rock et j'avais le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Encore une fois, on va parler finances, on va parler particulièrement de faillite. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Lorsque je dis qu'on va parler particulièrement de faillite, c'est que ça semble être encore un sujet que les gens ne maîtrisent pas facilement. C'est complexe, c'est vraiment quelque chose de très épeurant quand on parle de faillite, premièrement. Mais j'ai comme l'impression que si les gens savaient ce que c'est exactement une faillite, peut-être que ça serait déjà un monstre de moins, une barrière de moins en avant d'eux autres. Je ne peux pas dire que c'est important d'aller faire faillite, loin de là. Mais au moins, avoir la possibilité de savoir que si on fait ça, ça va nous donner ça. Oui, puis j'ai eu pas plus tard que ce matin une discussion avec quelqu'un qui m'appelle référence de un intervenant du milieu psychosocial avec la personne dans son bureau. On parle 5 minutes, la personne a des hésitations à venir nous rencontrer. Fait que tu sais, c'est carrément un cas qu'il faut faire une planification de ses finances et la personne ne va pas. Puis tu sais, il y a toutes sortes de raisons que les gens veulent, on va dire, éviter la faillite, parce que tout le monde qui vient dans mon bureau, soyons clairs, là, en tout cas, 99% des gens veulent éviter la faillite, OK? Ils veulent savoir c'est quoi les autres options, veulent faire autre chose que ça, mais ils savent même pas pourquoi. Des fois, c'est une question d'éducation. On fait pas faillite dans la vie. Il y en a que il y a beaucoup de préjugés. Les gens qui font faillite sont X, Y, Z. C'est pour les gens qui ont pas d'argent. C'est vraiment plus complexe que ça. Et beaucoup de mauvaise compréhension, de discussion avec un beau-frère. Ça, c'est à peu près la source de mauvaise information la plus fréquente que j'ai. OK. Là, je te dirais, là. Ils n'ont pas tous Pierre-Paul comme beau-frère. Non, c'est ça. Puis quand ils l'ont, ils posent beaucoup de questions pendant plusieurs années pour tout comprendre parce que c'est quand même un sujet complexe. OK. Bon, ce qui est important de comprendre, c'est lorsqu'on fait faillite, on rembourse quand même ses dettes, peut-être en tout cas un pourcentage de ça. Ça, c'est une réalité. Ouais, puis j'irais même un petit pas avant ça. Tu sais, les gens qui viennent dans mon bureau, là, 10% des gens qui vont s'asseoir dans mon bureau vont faire faillite. Fait que c'est vraiment pas une majorité des gens qui vont faire ça. Que ce soit quelqu'un qui vient et qui me dit, Pierre-Paul, je veux faire faillite, ou que ce soit quelqu'un qui dit, Pierre-Paul, je veux éviter la faillite à tout prix, qu'est-ce que je devrais faire? Dans ces deux cas-là, indépendamment de ça, il y a 10% des gens qui vont faire faillite au bout de la ligne, puis ça va être la meilleure solution pour eux. C'est vraiment pas une majorité. Une fois qu'on a dit ça, c'est quoi une faillite? C'est ça c'est même pas bien compris, ce bout-là. Une faillite, c'est quoi? C'est un mécanisme qui permet de se protéger de ses créanciers, qui arrête les saisies d'actifs de huissiers, qui arrête les saisies de compte de banque, qui arrête les saisies de salaire, qui redonne le pouvoir à la personne d'utiliser son argent, parce que quand on commence à être saisi, on est jamais, qui arrête les appels des créanciers et qui libère la personne de ses dettes. Donc, c'est ça une faillite. Fait que là, si quelqu'un veut éviter ça, je comprends pas ce qu'il veut éviter, parce qu'il veut éviter, évidemment, les conséquences d'une faillite que les gens ne connaissent pas. Fait que les gens ont peur d'avoir peur. C'est ça le problème de la patente, là. OK, c'est particulier, là, parce que là, ce qu'on vient de dire, c'est rose, c'est beau, on se débarrasse de nos dettes, puis la vie est belle en avant. Il y a des conséquences. Puis il faut quand même les mettre là, même si ces conséquences-là sont raisonnables, il faut quand même les mettre en avant, savoir ce que c'est. Absolument. Puis quand on parle des conséquences, là, il y a une couple d'affaires qu'il faut parler. Premièrement, les gens, ils ont des paiements à faire selon un calcul basé sur leurs revenus qui va dépendre du nombre de personnes dans l'unité familiale et du nombre de faillites qu'ils ont eues dans leur vie. Donc, ça ne dépend pas du montant de leur dette, ça va dépendre de leur capacité de paiement et des actifs qu'ils ont. Donc, ça, c'est la première chose. Fait que quelqu'un, des fois, il m'appelle, puis oui, vas-y. Lorsqu'on fait faillite, est-ce qu'on se débarrasse de l'intégrité de ses dettes ou on garde quelques-unes de ses dettes? Je pense à l'hypothèque, entre autres, ou encore un véhicule. Ça, c'est la bonne question. Moi, là, quand on va évaluer qu'est-ce qui est problématique ou pas dans un dossier, on va regarder qu'est-ce que la personne a là comme équité. Tu parlais de la maison. Une maison, exemple, qui vaut 250 000 avec une hypothèque de 210 000. Cas assez simple à comprendre. On semble avoir 40 000 d'équité. Cette personne-là va garder sa maison sans conséquence. Pourquoi? La personne, elle a, dans mon calcul que je viens de dire, 40 000 d'équité. Hein. L'équité, c'est la différence entre la valeur, si on vend, et l'hypothèque qu'on paye. Sauf qu'il faut comprendre qu'un syndic, quand il calcule l'équité qu'il y a sur un actif, il faut qu'il regarde en valeur de liquidation. Moi, comme syndic, demain matin, je saisis cette maison-là. C'est pas vrai que moi, je vais la vendre 250 000, parce que moi, il faut que je l'assure. Il faut que je la vende sans garantie légale, au risque et péril de l'acheteur, et il faut que je la vende dans un délai très rapide, typiquement de 3-4 mois. Fait que ça perd de la valeur quand un syndic vend ça, et il faut que je paye un agent d'immeuble, etc., etc. Donc,
sur une maison de 250 000, j'ai à peu près 40 000 qui part en frais puis en perte de valeur que je dévalue la maison. Et donc, ce qui fait que les gens, dans la majorité des cas qui viennent me voir, ont une hypothèque qui est suffisamment élevée parce qu'elle est financée, la maison, pour pas qu'il y ait de conséquences. C'est vrai aussi pour une voiture. Une voiture en location n'a pas de valeur. Une voiture avec un financement qui reste 3 ans n'a jamais de valeur parce que quand on regarde la valeur de liquidation de la voiture, moins la dette qu'il y a dessus, elle n'a pas de valeur. Donc, les gens conservent leur voiture sans impact. Les gens ont des placements dans des REER. Les REER, c'est insaisissable dans la majorité des cas. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a des exceptions. Fonds de pension, c'est insaisissable. Des meubles, c'est insaisissable. Les effets personnels, c'est insaisissable. Les outils de travail, c'est insaisissable. Fait que la majorité, les gens pensent qu'ils vont perdre des choses. Ça, il faut s'enlever ça de la tête. Quand c'est le cas, parce que ça arrive qu'on fait une analyse, puis les gens vont perdre des choses, ben ces gens-là ne seront pas dans le 10 qu'on va faire faillite, on va faire autre chose. C'est juste ça qui est important de catcher par rapport aux actifs. Ça me tente de t'amener sur un autre terrain au niveau de ce qu'on vient de parler là, par exemple. Une hypothèque avancée, quelqu'un qui a payé 90 de son hypothèque et qui se retrouve dans une situation difficile, là, par contre, on vient de changer la donne. Ben oui, fait que là, avec cette personne-là, on va regarder est-ce qu'on est capable de faire un refinancement hypothécaire qui va être suffisant pour régler les dettes et est-ce qu'on va être capable de payer la nouvelle hypothèque une fois qu'on va avoir fait ça. Si cette hypothèque-là ne fonctionne pas parce que soit elle règle pas tout le problème ou soit elle va coûter trop cher dans le budget, on va regarder d'autres options. Puis là, on évacue de la situation tout ce qui n'est pas viable, puis on reste avec des solutions. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui a de l'équité sur sa maison, il fera pas faillite. On va faire autre chose. Okay. Fait que, ça fait partie, là, maintenant, il faut être intelligent dans les solutions qu'on parle avec les gens. On veut savoir c'est quoi leur priorité. On veut savoir qu'est-ce qu'ils veulent conserver à tout prix. Puis on va regarder, y a-t-il un risque qu'ils perdent? Et la majorité du temps, les gens ne perdent pas leur maison. Comme j'ai dit, les cas où il y aurait un risque, on fait autre chose. Okay. Donc, on évalue le risque, on s'assure que on respecte ce que les gens veulent, puis on va leur faire des solutions qui rentrent et dans le budget et qui ne perdront pas des actifs qu'ils veulent pas perdre. Bon. Après ça, ben, il va y avoir des cas de figure. Quelqu'un qui doit 25 000 puis qui a une équité sur sa maison de 80 000 puis le refinancement marche pas, ben, c'est sûr qu'on va parler de l'option de vendre la maison, de payer ses dettes puis de changer, soit de prendre une maison moins chère ou autre. C'est sûr qu'il y a des cas comme ça, mais c'est pas la majorité des gens. La majorité des gens sont surendettés, ont peu d'espace dans leurs actifs. Donc, c'est pas la meilleure. Et quand les gens ont des actifs qui ont une équité, on va prendre l'exemple quelqu'un qui a un 4 roues qui vaut 3 000 OK? Il n'a pas financé le 4 roues. Bien, la personne qui fait faillite, elle va garder son 4 roues aussi. Comment elle va le garder? Ben, c'est simple. Moi, si je vendais ce 4 roues-là qui vaut 3 000, je le vendrais. Je serais obligé de l'entreposer, de le récupérer, de payer des assurances, de le vendre. Tout ça, ça a des coûts. Mettons que ça a un coût d'à peu près 1 500 $, tout ce que je viens de décrire là. Puis que ça vaut 3 000, ben la personne, la valeur réelle pour le syndic, ça vaut 1 500. Fait que la personne, ben, elle va tout simplement me faire un paiement par mois jusqu'à temps qu'elle ait payé l'équivalent du 1 500 pour que je puisse dire au créancier, regardez, j'ai laissé le 4 roues à la personne parce que si je l'avais saisi puis je l'avais vendu, j'aurais ramassé 1 500 $ que je vous aurais donné au net. Fait que les créanciers qui l'aident de 1 500 $ d'un 4 roues saisi ou qui l'aident d'une personne qui a fait ses paiements, c'est la même affaire. Fait que on a des mécanismes qui permettent aux gens de garder ses actifs. Et ça, c'est chaque syndic fonctionne de façon différente. Là, moi, ici, je décris la façon que moi, je fonctionne parce que c'est une façon logique que les gens gardent leurs actifs, que ça leur coûte pas trop cher, que ça rentre dans le budget, qu'ils se libèrent de leurs dettes, qu'ils se protègent des saisies. Donc, il faut rencontrer tous ces éléments-là. Et quand on parle de conséquences, il y a quelques conséquences réelles à la faillite. Les conséquences réelles, là, c'est que pendant qu'on est en faillite, si on reçoit un actif, là, il est saisissable. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir éviter la faillite parce que, exemple, ça se peut que leurs parents décèdent et qu'ils ramassent un héritage. Ben, s'ils font faillite puis que le parent décède pendant la faillite, l'héritage est saisissable. Et là, il y en a qui vont dire, ouais, mais on met des clauses d'incessibilité. Ces clauses-là, 90% sont pas bonnes, sont mal faites ou ne sont pas légalement défendables devant la justice. Ça, c'est un autre élément. Il y a plein d'éléments comme ça et c'est trop complexe faut vraiment voir avec la personne chacun des cas. Tout ce qui touche à la personne, on a un checklist qu'on passe avec les actifs potentiels, les transactions des 5 dernières années, parce qu'on veut s'assurer qu'on ne met pas la personne dans une situation qui va y causer du trouble dans un deuxième temps. Donc, impact comme ça sur des actifs saisissables, impact sur le dossier de crédit. L'impact réel sur le dossier de crédit, les gens capotent beaucoup avec ça. L'impact, là, les gens en faillite peuvent avoir une carte de crédit pendant leur faillite. Donc,
première chose, c'est déjà pas trop pire. Ils peuvent avoir un prêt auto pendant la faillite, mais le taux d'intérêt va être très, très élevé. Fait qu'on le suggère jamais, mais c'est accessible, donc c'est pas la fin du monde. Les gens sont en deuxième, troisième chance au crédit, comme ils sont souvent avant de venir nous voir de toute façon, parce qu'ils sont déjà la corde au cou. Fait que on va structurer, si les gens ont déjà une bonne situation financière, que leur dossier de crédit est bon avant qu'ils viennent nous voir, on va s'assurer que s'ils ont besoin d'un auto, ben ils vont faire le financement avant de faire faillite, par exemple. Il y a de la stratégie là-dedans. C'est pas juste on arrive, on fait faillite, puis on se débarrasse de tout. C'est pas intelligent, ça. Il faut mettre une stratégie en place qui va rencontrer les obligations de la personne, qui ne flouera pas les créanciers, c'est-à-dire qu'on va respecter la loi, qu'on va donner aux créanciers ce que la loi demande et que les gens vont être capables de garder leur actif. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut évaluer quand les gens nous rencontrent. C'est complexe, là. Puis là, à travers ça, les gens vont vous parler de faillites payantes. Ça existe-tu encore, des faillites payantes? Ben, de moins en moins. C'est sûr qu'on peut pas enlever à 100% les gens malhonnêtes, parce qu'il y a des déclarations assermentées quand les gens font faillite ou font une proposition de consommateur. Donc, les gens qui sont malhonnêtes, qui font des fausses déclarations, ben, la première des choses, c'est que si on fait une fausse déclaration, il s'agit qu'il y a un créancier qui lève la main et qui dit « Ceci est une fausse déclaration ». Tout ce qu'ils ont fait vient d'être passé et on peut passer par-dessus la faillite. Les créanciers peuvent attaquer cette personne-là sans que le syndic les bloque parce que la personne a été malhonnête. Donc ça, c'est la première chose que je dis aux gens qui viennent me voir. Si vous ne déclarez pas tout dans la déclaration assermentée, n'importe qui peut lever la main et dire « ceci est faux ». Et là, à ce moment-là, ça vient d'invalider ce qu'on a fait. C'est un peu plus complexe que ça, mais essentiellement, c'est ce que ça fait parce que là, on n'a plus affaire à quelqu'un d'honnête. On a affaire à quelqu'un de malhonnête et là, la loi change de bord dans ce temps-là. Elle est plus pour protéger la personne. Donc moi, pour m'assurer qu'on protège la personne, on va s'assurer que la personne, elle est honnête dans ses déclarations et qu'on va gérer les problématiques au lieu d'être malhonnête et d'après ça, risquer de se faire complètement enlever les procédures qui protègent la personne. Donc, pour les gens malhonnêtes, il y a des choses qui sont prévues. Il y a des transactions révisables qu'on appelle. Donc, les gens qui ont donné des biens pendant les 5 années avant une faillite ou qui ont transféré des biens ou qui ont fait des paiements à de la famille avant de venir nous voir pour essayer de se débarrasser de l'argent puis rembourser des dettes, il y a toutes sortes de mécanismes qui viennent pénaliser ces gens-là. Je dis pas qu'ils vont aller en prison ou qu'ils pourront pas faire faillite, mais ça va venir les pénaliser parce qu'ils ont commis des gestes et ils ont favorisé la famille au détriment d'une carte de crédit. Ben ça, c'est prévu dans la loi que c'est pas correct et il y a des conséquences à ça. On l'explique à la personne en fonction des montants, en fonction des délais. Il y a tout ça qui est prévu dans la loi. Quand les gens sont floués au niveau des créanciers, quand ils ont perdu de l'argent puis se sentent floués pour toutes sortes de raisons, ben, il y a des mécanismes d'opposition à la libération. Donc, quand les gens viennent me voir, je leur explique ça. Je leur explique que s'ils ont été malhonnêtes ou qu'ils ont des créanciers qui sont très hostiles, ben il y a ces risques d'opposition-là. Fait que des fois, on va négocier avant d'aller en faillite. On va essayer d'autres choses parce qu'on sait qu'il y a de l'opposition potentielle. Lorsque les créanciers s'impliquent dans les dossiers de faillite, c'est très, très rare qu'il y a des gens qui vont agir de façon malhonnête et qui vont s'en sortir, sauf évidemment si ces gens-là n'ont pas d'argent. Tu sais, quelqu'un qui est malhonnête, mais que ultimement, il n'a pas d'argent, il est sur l'aide sociale, il a fait faillite pour se libérer de ses dettes, ben Mané, il y a une expression qui dit on peut pas tirer une roche de l'eau d'une roche, là. Ben c'est ça. S'il n'y a rien à aller chercher pour la personne, il n'y a rien de saisissable, la personne elle n'a pas donné de l'argent dilapidé qu'on peut aller rechercher, ben la personne a beau avoir mal agi, il n'y a rien que les créanciers vont pouvoir faire. Donc c'est sûr que c'est vrai dans la vraie vie au niveau du code civil. Hein, si on veut poursuivre quelqu'un et il n'y a pas d'argent, on n'y arrivera pas. Ben c'est vrai au niveau de la faillite. Donc les gens honnêtes, il faut comprendre que ça prend un mécanisme pour les remettre sur des droits chemins, ce qui est 95% de mes clients sont des gens honnêtes qui veulent absolument pas faire de fausses déclarations, qui veulent payer leurs dettes. Les personnes qui croient que c'est trop facile, ben souvent sont pas dans les souliers des gens en difficulté financière parce que c'est loin d'être un processus que les gens sont contents de faire et qui veulent faire. C'est pas un objectif de vie de faire faillite, là. Donc c'est vraiment, les gens utilisent cette mécanisme-là pour se protéger. Puis c'est important de comprendre que ça prend du courage pour faire ces étapes-là, puis faire le premier pas de venir nous voir. Souvent, c'est ça qui prend le plus de courage, parce qu'une fois que les gens nous rencontrent, à la limite, on rit plus qu'on pleure dans le bureau, là. Tu sais, fait que c'est pas mal plus, c'est pas mal plus intéressant. On dédramatise la situation, on leur explique comment ça se passe. Fait que le bout de courage, là, c'est de venir nous rencontrer. Après ça, les explications vont bien, les solutions sont trouvées, puis les gens se mettent en action. Quand les gens se mettent en action, ça va super bien. Génial. Là, c'est déjà tout le temps qu'on a. Ça fait qu'on va au moins donner les coordonnées pour se rendre au bureau. Yes, donc les gens peuvent nous joindre au 1-844-LACASE, peuvent nous écrire à info@commercial-lacasse-syndic.com ou peuvent nous écrire sur Facebook, Messenger, LinkedIn, nous appeler au 844-LACASE. Merci beaucoup encore une fois, Pierre-Paul. Merci, Denis.